Une fois de plus, bonjour et merci de rester sur Vox pour suivre le talk, votre matière d'information. Le 27 mars dernier, la Commission économie et finances de l'Assemblée nationale s'est penchée sur le dossier FIGA. Elle a entendu la ministre Jacqueline Lydia Mikolo, ministre des petites et moyennes entreprises, l'ancien DG du FIGA, Mbouloukwe, et 4 administrateurs. Le FIGA Gate, un scandale financier qui alimente les réseaux sociaux, fait montre de plusieurs malversations financières. On rappelle quand même que le FIGA, un projet contenu dans le programme de société du président Denis Sassou Nguesso, la marche vers le développement en 2016. Et pour en parler avec nous ce matin, Ernest Dimi, un journaliste politique qui suit de très près ce dossier FIGA. Bonjour Ernest Dimi, bienvenue. Merci, bonjour Sarah. Voilà. Face à vous, Romy Kokilas, journaliste présentateur du Mac Bazar sur DRTV. En tout cas, heureuse de vous retrouver ce matin sur le plateau du talk Romique. C'est moi, merci. Voilà. Avant cela, on va d'abord parler de la Cour pénale internationale qui a émis un mandat d'arrêt international contre le président russe Vladimir Poutine. Motif, la déportation de plusieurs milliers d'enfants de l'Ukraine vers la Russie. Ces enfants qui ont été placés à l'adoption. Suivez ce reportage de France 24. La symbolique est forte. Le président russe Vladimir Poutine pourrait désormais être arrêté dans plus de 100 pays, suite au mandat d'arrêt émis ce vendredi par la Cour pénale internationale. Son procureur général s'est exprimé plus tôt sur notre antenne. C'est un jour important, mais notre décision n'est pas motivée par l'aspect historique, mais par les preuves. Bien sûr, c'est aussi un jour sombre qu'un chef d'État, un commandant en chef d'un grand et puissant pays, membre du Conseil de sécurité de l'ONU, fasse l'objet d'un mandat d'arrêt. Cela ne devrait réjouir personne. Le mandat d'arrêt vise aussi la commissaire russe aux droits de l'enfant, Maria Lvova-Belova. Les deux sont accusés d'enlèvement d'enfants et de transfert illégal de population d'Ukraine vers la Russie. Selon Kiev, Moscou aurait illégalement déporté plus de 16 000 enfants en Russie ou dans les territoires occupés. S'il est arrêté, Vladimir Poutine sera jugé à La Haye, une annonce qui a suscité la colère de Moscou. À Kiev, en revanche, l'heure est à la jubilation. À partir de maintenant et jusqu'à son arrestation, le président et commandant en chef des forces armées russes, en tant que chef d'un État terroriste, aura peur de voyager en dehors de la Russie. Cela signifie que tout homme politique qui se considère comme civilisé et qui regarde vers l'avenir devra y réfléchir à 2 fois avant de serrer la main au président russe ou à ses partisans et ou de s'asseoir à la table des négociations avec eux. Ni la Russie ni l'Ukraine ne sont membres de la CPI. Mais depuis l'invasion russe, Kiev reconnaît la compétence de la Cour et lui a permis de poursuivre les crimes commis sur son territoire. Alors, Ernest Dimi, finalement, la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine. Motif, la déportation illégale de plusieurs enfants qui ont été placés, selon le procureur général de la CPI, ces enfants ont été placés à l'adoption. Est-ce que ce mandat d'arrêt va changer un tournant dans ce conflit qui oppose la Russie? Déjà, madame, je préfère même répondre avant que vous ne terminiez de poser la question, parce que je sais, il faut que vous sachiez que la Cour pénale internationale est partie dans ce conflit Ukraine-Russe. La Cour pénale est du côté de l'OTAN, du côté des Européens et leurs alliés américains. Donc, elle fait son devoir. Elle est en train d'activer les fronts sur lesquels elle fait face à la Russie dans la situation en Ukraine. Et déjà, vous allez convenir avec moi que la Russie n'est pas partie prenante au statut de Rome. Donc, elle n'a pas ratifié ce statut, elle n'en est pas membre. Et ça, c'est comme des recoulements improductifs de quelqu'un dans un placard. C'est-à-dire, c'est juste des effets d'annonce. Il n'y aura rien de particulier parce que les décisions, les démarches de la Cour pénale s'appliquent qu'entre les États qui ont signé les statuts de Rome, c'est-à-dire l'ensemble des mécanismes textuels, juridiques et politiques qui
qui ont mis en place et déterminé les compétences, les modes de fonctionnement et les attributions de la Cour pénale internationale. Donc ça, c'est un aspect de la guerre, qu'on peut dire psychologique, pour essayer un peu d'inquiéter l'opinion, mais on sait que il n'y aura rien de tout ça parce que la CPI elle-même qui émet ce mandat, c'est qu'elle n'a aucun droit d'arrêter Poutine pour aller les juger là-bas. D'abord, la question, est-ce qu'il sera jugé, est-ce qu'il sera arrêté? Alors d'abord, réaction, Romy Kokilas, votre réaction par rapport à ce mandat d'arrêt international contre le président Vladimir Poutine pour crime de guerre, voilà, pour avoir déporté des milliers d'enfants de l'Ukraine vers la Russie et les avoir placés dans les foyers d'adoption. Mais c'est simple, il faut comprendre que ça paraît comme un amusement, parce que nous suivons bien cette guerre, nous mesurons les équilibres de force entre l'OTAN et l'aile Poutine. Et puis, nous avons vu, nous continuons à constater l'échec, n'est-ce pas, de l'OTAN vis-à-vis de la Russie, en matière diplomatique et en matière de puissance de feu. Et ça paraît quand même c'est un paradoxe de constater que celui-là qui tient tête à tous ces pays de l'OTAN, toutes ces armées, puisse être comme ça aussi facilement par la CPI, voilà, qu'il ait un moyen mandat. D'abord, le comment ça va se passer, l'OTAN, à quels moyens militaires, dès lors que les moyens, comme a dit Dimi, la CPI travaille pour l'OTAN. Ça c'est connu de tous. Est-ce que c'était le moment, d'abord, en pleine guerre, dans l'histoire du monde, avez-vous déjà vu, en pleine guerre, on recherche la paix, on recherche à utiliser l'arme diplomatique pour mettre fin à la guerre, non? On signe un mandat d'arrêt. Attends, c'est comme signer un mandat d'arrêt contre Dieu. Vous pouvez pas, permettez-moi le terme. Il faut avoir les moyens de traquer ce mission. Mais il a l'arme atomique qui va essayer. En fait, je me dis, c'est une distraction simplement, parce qu'aujourd'hui, il faut dire que l'OTAN ne dispose plus des moyens pour mettre fin à la fureur. Est-ce que c'est une pression, Ernest Dimi tout à l'heure l'évoquait, est-ce que c'est une pression psychologique? Pression psychologique sur des gens autres que Poutine. Voilà. Sur les gens autres que Lavrov, sur les gens autres que Prigojine, sur les gens autres que ceux qui sont à la décision et à la manœuvre dans l'opération militaire que la Russie mène en Ukraine. Vous savez, le problème ici, c'est quoi? Le problème, c'est qu'en plus d'un an, l'OTAN, les Américains, les Occidentaux, Français, Belges, Allemands et autres, qui ont poussé l'Ukraine à la bêtise pour régler leur compte à la Russie, se rendent compte que la Russie n'était pas aussi facilement dominable par les Occidentaux, étant donné qu'ils ont envoyé les conseillers militaires, ça n'a pas tenu. Ils ont envoyé les armes, les munitions sont finies. Ils ont envoyé des hommes, des colonels ou des généraux américains ont été capturés en Ukraine par la Russie, tout le monde est au courant. Ils ont envoyer l'argent à tout moment, à chaque semaine, les Américains, c'est 2 milliards de dollars, 2 milliards. Et même l'ONU, le FMI donne, je sais pas, c'est 15 milliards de dollars. Prête. Ils n'arrivent pas. Après, non, c'est les chars. Léopard 1, Léopard 2, Léopard 3, je sais pas, Léopard 10. Ça ne change rien. Les MiG de la Pologne, ça ne change rien. Alors, ils sont obligés d'exploiter toutes les opportunités parce que du point de vue militaire, l'OTAN est incapable d'arrêter la Russie. Voilà. Il faut qu'on se le dise. Ne vous fiez pas à la propagande que vous déversez les médias occidentaux. La réalité est que l'OTAN, pendant 2 ans, n'a pas pu soutenir, n'a pas pu permettre à l'Ukraine qu'elle soutient de bout en bout de faire face à la Russie et d'arrêter la guerre. Et on est obligé de passer derrière les artifices comme ça. Mais la preuve est que ça n'a rien changé. Il faut dire qu'il y aura quand même le président russe restriction dans ses libertés. Il ne pourra pas se rendre, par exemple, dans plus de 100 pays. Lorsqu'il mettra pied, il sera certainement peut-être. Est-ce que c'est ça la vision de Poutine? Est-ce que c'est ça qui l'intéresse? Lorsqu'on voit l'hégémonie de ce pays, Dimi vient de le dire, lorsqu'un seul pays, vous savez, c'est un mythe qui tombe. Aujourd'hui, nous sommes en face d'une réalité. En fait, le mythe autant, le mythe
mythe OTAN, le mythe occidental, il est tombé. Parce que lorsque vous allez dans les relations internationales, au domaine de la stratégie, mais on vous donne l'impression que l'OTAN, c'est la puissance de feu la plus forte dans le monde. C'était juste voilà. Du bout de lèvres. C'était du bout de lèvres. Comme il dit, c'était la propagande. Vous voyez que c'est une honte pour l'Occident. C'est une honte pour l'Occident de tenir tête à cet État qu'on croyait déjà écroulé du fait que une démocratie, certaine démocratie a été imposée. Ils n'ont pas compris que Poutine avait pris le temps de reconstruire sa puissance. Mais une fois, comme a dit Dimi toujours, ils ont failli appliquer leur politique de l'extinction de cette grande puissance qui peut s'opposer à eux pour dominer le monde en fait. Mais la réaction est là. Bon, est-ce que vous allez vous imaginer une puissance de feu? Combien d'armes regorge, l'OTAN regorge combien d'armes? Combien de puissance économique, politique et militaire? Ça fait combien de mois que la Russie tient? Mais cependant, ils connaissent pas la stratégie de la Russie jusqu'aujourd'hui. Ouais. Et c'est une guerre, il faut dire, de honte. C'est une guerre honteuse, comme disait le professeur Grégoire Lufoba. Oui, l'Europe, où l'OTAN vient d'inaugurer l'ère de la barbarie en pleine Europe. Parce que c'est eux qui travaillent pour mettre fin à la course aux armements d'ennemis. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? De par cette bêtise occidentale, de combattre la Russie par le truchement de l'Ukraine, l'OTAN vient de déclencher, ou les pays européens viennent de déclencher la course aux armements. Je viens de suivre ça ce matin à la télé, la course aux armements. Essaie de voir maintenant les budgets que chaque pays de l'OTAN met pour la fabrication des armes. Ça veut dire parler de la CPI. Attendez, la CPI, c'est même une petite justice. Nous avons vu l'échec de la CPI dans les questions même africaines. Donc elle ne tient pas tête. Et on peut pas mais généralement, les Africains disent que c'est une justice pour opprimer les Africains. Mais ça se prouve. C'est une confirmation. Ça se confirme. Regarde, aujourd'hui, si vous prenez à l'échelle mondiale, les continents, dont plus de 60, 70, 80%, des gens sont dans la neutralité. Dans ces combats, être neutre, c'est être du côté de la Russie. Absolument, absolument. Être neutre, c'est être du côté de la Russie. Et vous savez que si on prend en termes d'équilibre mondial, alors sur les 8 milliards d'habitants que compte la Terre, c'est près de 6 milliards qui sont dans la neutralité ou avec la Russie. Absolument. Vous voyez? Alors, donc, c'est montrer que, en fait, aujourd'hui, c'est une sorte de ras-le-bol que l'humanité a vis-à-vis de l'Occident et des Américains à cause des injustices, à cause de la domination qu'ils veulent imposer au monde. Ils oublient que ce n'est plus l'époque où ils avaient le monopole de la connaissance, le monopole de la technologie. Tout le monde, on est au courant de tout à la même seconde. Vous croyez qu'aujourd'hui, les Français sont contents ils sont en train de se battre pour les bassins d'eau qu'on veut construire? Ils sont en train de se battre parce qu'il n'y a pas d'eau. Ils sont en train de se battre parce que le litre du carburant coûte 2000 francs et que leur président prenne l'argent pour pas te donner en Ukraine. Pourquoi qu'ils trouvent que ça serait de la part de leurs dirigeants? Non, c'est une histoire en réalité que tout le monde ne veut pas. C'est juste les poignées de dirigeants qui engagent l'État à la preuve que la plupart ne passent pas par l'Assemblée nationale pour envoyer de l'aide en Ukraine. Vous voyez par exemple, aujourd'hui, elle me dit, l'Europe est en train de commettre des bêtises graves qui seront préjudiciables à l'humanité. Mais les faits quand même qui sont reprochés, c'est la dernière question, les faits aujourd'hui qui sont reprochés à Vladimir Poutine sont des faits réels parce qu'il a arraché ces enfants-là. Non, ça c'est sur les prétextes. Et les emmener vers la Madame, Russie. Vous avez suivi quand les Américains ont pris les Afghans dans leurs avions pour emmener aux États-Unis. Vous appelez ça quoi? Quand les Américains ont bombardé la Libye, quand les Américains, plutôt les Français ont bombardé la Libye, quand les Américains ont bombardé l'Irak, où était la CPI? Mais quand c'est une justice équitable pour tous et le commencement. La CPI n'est pas la justice. La CPI justice. Avec le cas Poutine aujourd'hui. Madame, la CPI c'est un instrument des Occidentaux pour dominer le monde. Si à votre niveau vous ne savez pas, vous ne comprenez pas, alors c'est malheureux. Merci beaucoup. On va prendre notre sujet. Okay. On y va. Alors la Commission économie et finances de l'Assemblée nationale a auditionné pendant plusieurs heures pour l'examen des faits
Le 27 mars dernier, dans le dossier FIGA, Jacqueline Lydia Mikolo, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Armel Bouloukoué, ancien DG du FIGA, et 4 administrateurs de cette institution. Pour rappel des faits, c'est en février dernier que ce scandale éclate avec plusieurs dossiers, plusieurs pièces justificatives faisant état des malversations financières. Le FIGA, on le rappelle encore, un projet qui faisait partie du programme de société du président Denis Sassou Nguesso en 2016. Suivez ce reportage de notre rédaction sur cette audition. S'imprégner de la crise qui règne au niveau du fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement suite à la suspension de son directeur général dans l'affaire de suspicion de détournement de fonds pour le fonctionnement de cet institut financier, la Commission économie, finances et contrôle de l'exécution du budget de l'Assemblée nationale a auditionné tour à tour le directeur général suspendu, 4 membres du comité de direction en l'absence du président de direction et les ministres des petites et moyennes entreprises impliqués dans cette affaire. Nous avons écrit le 7 mars. La réponse nous est revenue le 20 mars. La commission s'est retrouvée pour traiter la réponse écrite de Madame la ministre. Sa réponse était appuyée des pièces qui devraient nous convaincre de la nécessité de suspendre le directeur général du FIGA. Suite à cet examen, la commission n'a pas été satisfaite des éléments de réponse venus du gouvernement. Les membres de la commission, sur décision du bureau du président de l'Assemblée nationale, ont demandé qu'on procède à l'audition des principaux protagonistes sur ce qu'on peut qualifier de crise au sein du FIGA. Le président de la commission économie a par ailleurs indiqué les procédures à suivre après les auditions, ce conformément au règlement intérieur de la commission. Nous examinerons les faits sur la base de la pertinence des éléments mis en notre audition. Nous pourrons, nous, commission, saisir la justice. Les auditions relatives à l'affaire de suspicion de détournement du fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement se poursuivront avec d'autres membres. Alors, Ernest Dimi, un dossier que vous avez couvert, d'ailleurs, vous avez écrit un très très long article que j'ai lu sur votre page officielle. La commission économie et finances de l'Assemblée nationale a auditionné pendant plusieurs heures la ministre de tutelle, Jacqueline Lydia Mikolo, l'ancien DG du FIGA, Armel Bouloukoué et 4 administrateurs pour, selon cette commission, pour examiner les faits. Oui. Pendant plusieurs heures, oui, puisque c'est de 17h à 20h, alors c'était prévu 1 heure. Voilà. Il faut d'abord retracer les faits qui ont emmené l'Assemblée nationale à prendre de manière légale en main cette affaire. Parce qu'avant, c'était juste des éléments de clameur publique, des éléments d'énonciation de la rue. Or, l'Assemblée nationale, comme toute institution républicaine, fonctionne sur la base de la loi, sauf la justice qui peut sur la base de la clameur publique engager des procédures et qui jusqu'à aujourd'hui, il faut le souligner, reste muette sur ces scandales qui secouent le Congo. Donc, l'Assemblée nationale écrit à Mme Mikolo, après qu'elle ait officiellement suspendu le DG de ses fonctions, qui a été suspendu le 17 février. Voilà, suspendu par le comité de direction et confirmé par Madame la ministre, ce qui a donné un élément légal à l'institution Assemblée nationale par l'entremise de sa commission économie et finances. De se saisir et de demander à madame qu'est-ce qui vous a amené à suspendre le monsieur. Lydia Mikolo, par écrit, comme cela est voulu selon la procédure, répond et joint des pièces justificatives de la suspension du DG. La commission économie et finances, on l'a suivi, Maurice vous l'a dit, le président, examine les documents
examine les pièces jointes à ces explications de Madame la ministre, mais se rend compte vraiment c'est pas trop consistant. Maurice Mavungu l'a dit. Donc il fallait passer à l'audition. Il fallait quand même écouter les protagonistes pour avoir tous les éléments, établir un rapport et qui a déjà fini. Le rapport est rédigé et fait. Je peux l'affirmer, nos enquêtes le confirment, nos sources le confirment. Et il va envoyer à qui de droit pour les suites dans cette affaire. Alors, la commission a écouté donc, d'abord le matin, Armé Frédénin Mbouloukwe, qui a donné les éléments qui, en réalité, accablaient Madame la ministre dans le dossier et expliquaient ce qu'il pense être un acharnement contre sa personne dans le dossier FIGA, qui a amené la commission qui, selon même certains, le comité de direction plutôt, selon même certaines indiscrétions, se serait rangé du côté de la ministre. Donc, il a donné les éléments. Après, ça l'a suivi. Ça devait être le président du comité de direction, P. Jean-Baptiste Diatou, mais qui, ces jours-là, on nous a fait savoir à l'Assemblée nationale qu'il serait indisponible pour les raisons de santé. Le mot utilisé, c'était convalescence à la commission. Comme la commission, le comité de direction du FIGA est un organe collégial, c'est-à-dire qui n'est pas géré par un seul individu, c'est la décision qui est prise par le collège de son bureau qui vote. La commission de l'Assemblée nationale s'est dite non, on ne peut pas remettre en cause la procédure à cause de l'indisponibilité du président Jean-Baptiste Diatou. D'où on appelait le collège des administrateurs, 4 membres du bureau, et qui sont venus pour justifier pourquoi ils avaient suspendu le DG du FIGA au cours de la session du 17 février dernier. Ils ont donné des explications. Ils ont fini à 16h30 et c'est à 17h30 qu'est venu le tour de Madame Mikolo, qui est venue en quelque sorte pour également dire sa part de vérité, les raisons qui l'ont poussé au-delà de ce qu'elle a expliqué dans les écrits, qui ont poussé donc que la dame a confirmé la suspension du DG du FIGA. Donc, pour le fait, pour le rapportage ou le reportage du jour de l'audition à la commission, voilà les faits. Voilà, merci. On va revenir à vous tout à l'heure parce que selon le président de cette commission, Maurice Mavungu, ils vont demander à la Cour des comptes et de la discipline budgétaire d'examiner les comptes du FIGA. Pas seulement. Oui, on va revenir le temps de faire réagir Romy Kokilas. En tout cas, un scandale qui éclate d'abord sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs documents qui circulent justement. La Russe se saisit de cette affaire, aujourd'hui qualifiée de FIGA Gate, mais il y a aujourd'hui une position légale parce que c'est une institution qui entend les protagonistes dans cette affaire, dans ce scandale en tout cas financier qui engage le FIGA. Alors, merci bien pour cette question. Jimmy vient de présenter le décor, un très bon décor d'un journaliste d'investigation. Mais je te jure que c'était pas facile, il faut le dire. Tu l'as souligné, vous constatez à quel moment nous abordons la question. Il fallait que l'État se saisisse de l'affaire. Sinon, lorsque l'affaire est dans la rue, il n'est pas prudent surtout. Et lorsqu'on n'a pas de sources sûres, moi je suis allé au ministère, je suis allé chez FIGA, j'ai pas eu les sources. C'est-à-dire, les portes étaient fermées pour avoir une bonne vérité. Et raison pour laquelle nous n'avons pas pu foncer trop. Mais la rue avait déjà pris la situation en charge. Surtout la toile, parce que les documents... Et la rue, effectivement, quand je parle de la rue, je parle de la toile. Alors, la question que je vais me poser, c'est celle-ci. À quel moment la commission se saisit de l'affaire? Oui, mais la commission se saisit de l'affaire quand le vase se déversait déjà sur la toile. Oui, le
va se déverser. En fait, les Congolais étaient déjà montés et remontés sur la question. Il y avait déjà la vindicte populaire. Il y avait déjà la justice de la rue. Et la commission s'est saisie. Maintenant, quand j'ai suivi les conclusions de la justice, je vais aller vite comme ça. De cette commission. De cette commission plutôt. Est-ce que les conclusions règlent le problème ou ouvrent une brèche dans le règlement de la question, vu l'importance et la dangerosité de cette affaire? C'est quand même pour une première fois qu'on nous parle d'une histoire de Gate. Et vous savez, dans l'histoire, j'ai souvenir encore du feu Premier ministre Clément Mwamba, qui rappelait souvent que les suspensions qui manquent de prudence de certains DG par les ministères ont posé toujours problème lors de ce mandat. Et aujourd'hui, nous revenons sur la même chose. Bon, qu'est-ce que nous avons constaté pour être clair? Mais les éléments d'accusation ou de culpabilisation sont mis sur la toile. Qui n'a pas lu? Mais nous avons lu. Et ce que nous avons lu, c'était saisir d'autres manuscrits signés. Mais le plus grave, c'est que pour la première fois dans le pays, j'ai vu l'État se taire. Quand je dis l'État, mais la commission est venue à la fin. Quand je dis l'État, c'est pas moi. Vous parlez du silence du gouvernement. Du silence d'abord du gouvernement, dont la ministre fait partie. Deuxièmement, du Parti congolais du travail, qui est le parti de Mme Mikolo. Troisièmement, elle-même. De l'admettre à titre exceptionnel au bureau politique. Absolument. Et à côté, la justice. Ce que je vous dis, ce sont les règles démocratiques. Ironique ne vente pas. La justice a assisté à la vindicte populaire. Et tout le monde s'en tue. Curieusement, je veux dire, lorsque c'est des questions d'intérêt politique, c'est tout le monde qui parle. Mais nous nous sommes posé la question. Mais ce silence est coupable ou quoi? C'est un silence presque coupable parce que on se posait maintenant la question, mais si la rue se lève et la nouveauté que j'ai vue. La culpabilité devrait être par la justice, hein, en tout cas. Mais oui, non, nous ne culpons pas. Ça, nous sommes en train de faire une lecture rationnelle des faits. Vous savez, à l'époque du feu Premier ministre, nous avons vu... Lequel? Clément Mwamba. C'est le Congo à payer. Voilà. Nous avons vu ce que nous avons appelé à l'époque avec les grands frères Azi, la solidarité gouvernementale autour de la fraude. Et ça, nous avons constaté ça. Et ça donne l'impression que chaque fois que la population constate la volonté du chef de l'État de lutter contre sa valeur, mise au mal par un homme d'État ou bien commis d'État, nous constatons souvent cette solidarité. Mais c'est l'impression que nous avons eue. On a vu une solidarité nationale, je me permets de le dire. Quel devait être le rôle de la justice? Quel devait être le rôle de X, Y? Ils se sont tués. Maintenant, la question me pose, quand l'État se tait, comprennent-ils que c'est connu qu'ils ont tué l'État en ce moment-là? Mais quand on tue l'État, c'est dangereux. Mais si nous avons une rue, par exemple, arabe, ben ça serait c'est préjudiciable. Et aujourd'hui, la nouveauté, que j'ai constaté, maintenant, par rapport à ce silence, au sein de la jeunesse du PCT, c'est créé comment on va revenir sur la jeunesse qui les a votés, en tout cas, si on peut le qualifier, de cette affaire FIGA au sein du parti La Jeunesse, du Parti congolais du travail. Certains sont montés au créneau pour une première fois. Le silence et aussi il y a le tribalisme qui tourne, qui gravite tout autour de cette affaire. Mais parce que simplement, les institutions, nous avons combien d'organes de lutte contre les antivaleurs? Une vingtaine. Mais franchement, c'est au moment où le président parle du verre qui est dans le flux, dans tous les flux, toutes ces commissions se taisent. Mais simplement. On va parler d'un fruit. Mais tous les fruits. Lorsque les organes de répression de la fraude ou de lutte contre la fraude se taisent tous, conclusion. Voilà. Alors, merci, oui. Mais la conclusion, c'est que c'est un silence coupable. Ils doivent se justifier. Ils pensent qu'ils doivent se justifier vis-à-vis de la justice. Non. Le souverain primaire. Vous avez vu un pays où la population, le peuple n'a pas de droit à l'information vis-à-vis d'une gabegie financière, c'est son argent. Mais c'est quand même, Ernest Dimi, c'est vrai, on parle de plusieurs milliers de francs CFA qui se sont volatilisés, en tout cas milliards. Voilà, milliards dans cette affaire FIGA que vous avez suivie de près. On va revenir avec vous sur la conclusion, en tout cas, à l'issue de ces auditions, selon le président de cette commission, que le dossier ils vont demander à la Cour des comptes et de discipline budgétaire d'examiner les comptes du FIGA et éventuellement. Ils peuvent pas demander, c'est le rôle des secrétaires. Et éventuellement transmettre le dossier à la justice, parce que finalement c'est la justice. Vous savez, je vais d'abord souligner
quand même le courage de la Commission économie et finances de l'Assemblée nationale. Après, c'est une patate chaude. On se la jette comme ça, personne ne veut la garder parce que ça brûle les mains. Mais la Commission économie et finances a eu quand même le courage. Moi, je crois que c'est pour la première fois depuis que nous couvrons l'actualité. Moi, je ne couvre jamais les histoires de l'Assemblée nationale. Mais pour ça, j'ai tenu quand même à aller participer à des dossiers brûlants, mais avoir le courage aujourd'hui d'écouter les ministres, l'acculer pour des faits comme ça, c'est quand même une première. Et il faut dire que l'Assemblée nationale a quand même un pouvoir qu'il a su jouer les jours-là. Qu'elle a pu utiliser. Parlementaire. Bien sûr, mais les jours-là. Non. Ce n'est pas une affaire de pression. Je vous ai dit ici dès le début que l'Assemblée nationale, la Commission ne se fonde pas, ne peut pas se saisir de la clameur publique. C'est pas le parquet. C'est les éléments légaux, c'est la note légale de la ministre de suspension du DG qui a amené l'Assemblée nationale à un élément légal pour se saisir de l'affaire. Il faut d'abord connaître. Et puis ensuite, la commission, selon les textes qui organisent l'Assemblée nationale. Mais cette affaire, justement, éclate après la suspension de ce DG. Non. L'affaire avait éclaté avant. L'affaire avait éclaté avant la suspension du DG. Mais elle a pris une autre ampleur quand celui-ci a été suspendu. Et nous savons aussi que au Congo, ce n'est pas un ministre de suspendre un DG selon la loi. Mais voilà. Est-ce que je peux terminer ça? On l'avait dit. Oui, allez-y. Voilà. Ce n'est pas un ministre de suspendre un DG. On l'a vu avec Ibombo et Kassanou. Voilà. Les suites sont connues. Mais il y a quand même comme une sorte d'exception chez Madame Mikolo, puisque malgré cette disposition légale de la compétence réservée au Premier ministre, elle a eu quand même à suspendre, et en lui, sa fonction, Madame Ambiro au CHU. Au CHU, oui. Clément Mambassété-Tu. Oui. Cette fois-ci, pour montrer qu'elle n'est pas dans l'illégalité totale, elle a dit que selon la loi, elle a eu l'instruction, je sais pas où, quelque chose comme ça, du Premier ministre. C'était une sorte de ouverture légale. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que aujourd'hui, la procédure légale engagée par l'Assemblée nationale démontre que le problème FIGA, c'était un problème technique. Et quand le problème est technique, la solution doit être aussi technique. Qui a fait quoi, quand, où et comment. Et pourquoi. Ce qui doit être établi. Est-ce que dans les statuts, mettons en place les FIGA, il est établi que oui, en cas de difficulté, les FIGA peuvent financer la campagne électorale d'un candidat? Point d'interrogation. S'il est établi et que les institutions à qui l'Assemblée nationale va donner suite pour, après son audition, les disent, tant mieux. Si c'est pas dit, on en tire les conséquences. Mais le problème ici qu'il faut relever, c'est le silence incroyable et à la limite complice de l'opposition aussi. Oui, justement. Des gouvernements eux-mêmes. Entendu l'opposition ni le chef de file. Jamais, mais pour le premier dossier, on voit la malversation gouvernementale, on voit les affaires du pétrole, on entend l'opposition monter. Mais donc, qu'est-ce qui justifie il faut poser la question à Tchachi Mabela, qui est le chef de file de l'opposition. Il faut poser la question à Clément Mirassa, qui est de l'opposition extra-parlementaire. Il faut poser la question à Mathias John. Pourquoi les dossiers FIGA ne leur fait pas parler? Pourquoi? C'est pourquoi dire. Pourtant, on parle des milliards d'argent, c'est une présomption. Des milliards d'argent partis en fumée, appartenant aux Congolais. À mon niveau, nous avons suivi les malversations financières et comment les questions étaient réglées. Mais là, nous sommes sur un cas rare et spécial. Voilà, pour nous, vous venez de l'énumérer. L'unique que j'ai vu écrire une note comme il combat maintenant sur le plan des idées, c'est Mirassa. Il a écrit. Non, mais ça s'arrête pas là. Il faut des prises de position claires et populaires. Il faut donner aux populations. Attendez. Ça, c'est toi qui as lu? Attendez, non, j'ai lu. Voilà. J'ai lu, il y a eu une réaction
Voilà, mais je parle de l'opposition constitutionnelle, celle qu'on nous a présentée comme étant la vraie. Vous savez ce qu'on appelle l'opposition? L'opposition des Congolais. C'est pas l'opposition de Tsatima Biala. Jamais, il n'y a jamais eu une opposition d'un individu. Un individu a un parti. Mais l'opposition est un instrument qui permet à l'opinion ou à la population, c'est-à-dire au souverain primaire, le garant du pouvoir, d'agir. Mais là, l'opposition se tue. Et on est obligé de nous interroger sur la configuration actuelle de l'opposition congolaise. Est-ce qu'on doit parler de l'opposition congolaise ou l'opposition de Diatta? Mais nous avons cherché, je vous le dis ouvertement, il faut que les Congolais apprennent à convoquer, mais les politiques, c'est pas possible. Vous savez ce qu'on est en train de voir? C'est ce que... Mais après, il faut dire les choses clairement. Pourquoi la justice a peur? Non, j'en viens. Mais allez poser la question, j'en viens. Pourquoi vous voulez répondre à ça? Quand Ebara Peya parle de cartel, regardez, quand Ebara Peya parle de cartel, non, ne le comprennent pas. Lorsqu'un État se tait face à une malversation, vous savez ce que ça se passe? L'État s'en fout du détenteur du pouvoir, qui est le peuple. Mais tout ce monde-là, c'est le suffrage de la population. Mais jusqu'à quand on va pas régler ce problème? Lorsque l'État agit de la sorte, on convoque l'économie de l'État. Ça n'existe nulle part. Ou on doit réviser encore sur ce qu'on appelle la démocratie. Nous en sommes en train de constater. Le tribalisme, en tout cas, est condamné, quelle que soit la situation. Non, condamné par qui? Par l'État. Mais si l'État se tait, vous avez même des crises physiques, vous avez des violences. Et à la fin, qui va convoquer qui? Mais c'est vrai que dans cette affaire, évidemment, c'est à la justice d'établir leur culpabilité. Il n'y a que des pièces justificatives qui font... mais qui va juger la justice? De la malversation financière, des milliards, comme vous le dites, des milliards qui se sont volatilisés en tout cas. Mais pourquoi justement, que ce soit la justice ou encore le gouvernement, parce qu'il s'agit d'un aspect... Et les organes de contrôle. Exactement, volet projet de société du chef de l'État en 2016, la marche vers le développement. Mais pourquoi les gens ont peur de se prononcer, surtout la justice? Il faut signaler quand même le même jour qu'il y a eu leur audition au niveau de la commission Ecofin de l'Assemblée nationale, c'est le même jour qu'il y a eu lieu la session ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature. Madame. C'est symbolique. Madame, bon, je ne vois pas le symbolisme auquel vous faites allusion à cet aspect. Mais je vais seulement dire ceci. Quand la justice ferme les yeux devant l'incroyable, on n'est plus dans un état. Mais pourquoi la peur, justement? Est-ce que c'est une peur ou bien c'est l'indélicatesse ou le manque de dignité tel qu'elle est dit, le président dans le Conseil supérieur de la magistrature? Est-ce que tous nos magistrats, est-ce que nos procureurs sont encore dignes, encore de la délicatesse professionnelle? C'est-à-dire qu'il n'y en a pas. Mais sauf que même là, ils sont en train de donner du tort au président qui a dirigé les travaux de cette commission supérieure de la magistrature. Il a attiré l'attention des magistrats sur les comportements, sur la tenue des dossiers. Mais ça fait combien de jours aujourd'hui? Ces dossiers continuent. Il a pris juste un bémol quand la commission économie et finances a pris quand même les choses aux mains. Mais ça n'empêche pas au procureur de la République de s'en saisir. Alors, comment justifie-t-on cela? Aller au parquet, le procureur de Congo a posé la question, monsieur le procureur, l'affaire est grave, les Congolais s'indignent, les Congolais se dérangent, il y en a qui ont failli même marcher pour ça. Pourquoi vous ne vous prenez pas cette affaire en main pour établir qui a fait quoi et calmer les Congolais, leur dire la vérité? Non, ne nous obligez pas à dire ce que nous pouvons imaginer dans nos têtes sur cette affaire. Vous voyez, il est reconduit. Je prends le cas du procureur de la République, il est reconduit. Voilà. Dans ses fonctions. Mais il doit marquer quand même sa reconduction par un peu quand même, qui tient l'opinion qui tient en haleine. Donc, c'est dire ceci, que le silence est coupable des institutions qui ont la compétence de gérer cette affaire. Et il faut chercher maintenant à déterminer pourquoi sont-ils silencieux. Est-ce que sont-ils mêlés de paix ou de lait dans ces scandales? Craignent-ils d'être également éclaboussés quand les affaires vont éclater? Mais je crois dès lors qu'on a pu quand même suspendre le DG. Alors, il fallait tenir aussi la situation. On pouvait aussi mettre à l'écart, Madame la ministre, le temps que finisse l'affaire.
Ça donne l'impression de 2 poids, 2 mesures. C'est-à-dire qu'elle devait rendre... Et voilà pourquoi certains sur Internet sont devenus de fous. On dit que, vous savez, on dit souvent... Ernest Dimi, pardon, je reviens à vous. C'est-à-dire que la ministre des petites et moyennes entreprises, en réalité, devrait démissionner de ses fonctions. Bon, chez nous, le président a parlé, le président de la République a parlé en termes de délicatesse et de dignité. Est-ce que les gens, nos dirigeants sont encore dignes dans ce pays? Par éthique politique. Parce qu'avoir un nom cité dans un dossier comme ça avec des chiffres parlant de 2 milliards. Non, la question que vous posez ne rime pas avec le mental du Congo. Voilà, le Congo a tout comme vertu, sauf la morale et l'éthique. Ça, le temps l'a démontré dans leur gestion. Quand l'État ne se prononce pas en face du mal, c'est que le mal est dans l'État. Quand un commis de l'État ne se prononce pas, c'est que le mal est dans ce commis-là. Donc, tout le problème du chef de l'État doit comprendre la machine est pourrie, comme il a dit, implicitement. Le vin, c'est tous ces commis-là. Parce qu'ils viennent de démontrer cela au Congolais. Sinon, ici, sur ce plateau, on peut défier tout le monde, venir sur ce plateau, nous dire ce qu'ils pensent à propos. L'affaire est encore fraîche là. Hein? Mais vous verrez qu'ils ne vont pas parler. Mais pourquoi ils ne vont pas parler? Donc, il faut dire qu'il y a un sérieux problème au Congo. Mais j'ai l'impression que nous avons capitalisé le mal dans ce pays. Le mal devient raisonnable. Les gens ont même des méthodes pour défendre le mal. Cependant, moi je me suis dit, mais il fallait que le procureur fasse semblant comme attendez, j'ai vu des choses ici, hein. J'ai vu des choses chez les politiques, on peut dire, bon, pour apaiser l'opinion. J'ai vu avec l'histoire des bébés noirs qui avaient tué en série. Dit bon, ne vous en faites pas, ne vous inquiétez pas, nous les avons déjà, les enquêtes sont en cours. Ce monde-là, c'est un leitmotiv que tout le monde sait. Les enquêtes sont en cours. Faites au moins ça pour apaiser les Congolais. Que de voir, par exemple, Madame la ministre passer aussi librement à la télé, nous ne sommes pas contre, hein, nous ne sommes pas contre. Mais au moins, lorsque l'État vient brandir pas mal de trucs au Congolais, disons, on va lutter contre les antivaleurs, ceci, cela, tout, voir encore le gouvernement torpiller ces règles. On se dit finalement... Il y a aussi le ministère du contrôle de l'État aussi. Tous ces ministères, on se dit, quelle est la locomotive? Je vous en prie, le président vient de parler. Vous savez comment les Congolais ont accueilli le verre dans le flux. Mais ça passe concomitamment au même moment. Tout le problème des Congolais se disent, mais finalement, qui va tenir la chicotte dans ce pays? Madame, je vous assure, partout au monde, il faut que les gens relisent les fondements de la justice. Est-ce que vous pensez que les humains on avait besoin de justice? Oui, parce que l'homme par nature est voleur, l'homme par nature est malhonnête, il est menteur. Dans un État, la règle c'est bon là. Mais l'homme il faut la justice. Mais quand un État, la justice est évidemment d'établir les limites. Quand un État, mais oui, mais lorsqu'un État, et je vous dis bien, quand le politique se marie avec la justice, vous êtes dans de l'anarchie. Ça veut dire le peuple subit injustement. Mais lorsque le peuple va subir après, c'est parce que ces gens-là, je ne sais pas s'ils lisent la toile, parce que je suis en train de voir des messages sulfureux. Mais tout à l'heure, vous avez évoqué le silence de l'opposition. Coupable. Le silence, vous avez la responsabilité des vous engager. Oui, mais pourquoi se prononce-t-elle pas? Alors, le silence de l'opposition, mais le silence aussi du Parti congolais du travail, parce qu'on a vu dans les affaires. Il est clair. Il y a eu un mais l'affaire Motom, attendez, l'affaire Motom officiel autour de cette affaire-là, mais là, il y a personne. Mais attendez, l'affaire Motom, aussitôt dit, l'affaire Motom, aussitôt dit, le PCT avait réagi à travers. On sent quand même la peur qui plane. Non, c'est pas la peur. Non, c'est pas la peur. Je pense qu'il faut parler en termes de peur. Ils sont très conscients de l'acte qu'ils posent. Ils s'appellent d'ailleurs. Ce sont des arrangements. Vous savez qu'en politique, il y a une histoire de lobby. Ces lobbies sont cités sur la toile. C'est-à-dire qu'ils sont en train de pousser les jeunes Congolais. Et ce qui me plaît, c'est que ce sont ces jeunes-là qui ont moulé en politique. C'est vrai que c'est une affaire aujourd'hui, dont la justice ne s'est pas encore saisie de cette affaire au-delà, en dehors. Est-ce qu'elle va se saisir de ça? En dehors, mais ça peut fragiliser encore cette prise de confiance. Ça peut fragiliser ou bien ça a déjà fragilisé. Vous savez, les Congolais aujourd'hui, il faut qu'on se le dise. Les Congolais aujourd'hui, dans la plupart ne croient plus en ce que nous promettent et nous disent nos hommes politiques, nos dirigeants.
Alors, quand il y a des scandales comme ça, ils peuvent trouver ça comme une occasion de se refaire quand même une certaine image, donner un peu de confiance aux citoyens. Ah, on peut quand même faire confiance, parce qu'on dit que quelqu'un a volé les 2 milliards qui devraient nous revenir. Bon, quand même, on l'a arrêté, on l'a mis de côté, on le juge. Quand même, il y a un petit espoir. Mais quand il n'y a rien, quand il y a rien. Donc, tout cela, avec une vingtaine d'institutions de lutte contre les comportements déviants. On est compte que sur la commission économie et finances et l'étude des sondages, vous trouvez ça normal? Franchement. Il n'y a pas de parquet financier ici. Si on n'a pas, il y a le parquet quand même. Moi, je parle du procureur de la République. Franchement. Qui a la clameur publique et peut se saisir. Moi, j'ai vu, on a suspendu, par mesure conservatoire. Pardon, madame, pardon, laissez-moi terminer. On a suspendu par mesure à titre conservatoire tout un produit, un riz ici, parce que quelqu'un avait fait une vidéo ici, sur Internet. Le riz en plastique. Après, on a mené des investigations, on attendait qu'on mette des investigations, après on a remis les riz sur le marché. Mais pourquoi ne faisons pas comme ça pour ce dossier qui est vraiment quand même incroyable? Et tu voilà. Tu sais, le procureur, je l'ai dit, il vient d'être reconduit. Qui demande au Congrès qu'on peut compter sur lui? Non, dis-moi ce que tu dis, ça veut dire simplement ceci. Le Congolais doit se sentir en sécurité du fait de sa justice. Le Congolais a ses intérêts qui sont manipulés par l'État. L'État, c'est des hommes. Mais les Congolais veulent croire à leur justice. Je dis pas aux hommes. Quand on lui dit... cette affaire, je vous en prie. Je vous en prie. Ne me coupez pas le fil des idées. Et les dirigeants. Je vous l'ai dit déjà. Aujourd'hui, ils sont conscients. Quand le président décrète la lutte contre la corruption, mais c'est parce qu'il a compris qu'il y a la corruption. Et les politiques n'ont jamais compris. Ils n'ont jamais compris que le président écoutait les Congolais et les Congolais lui ont dit que ceux qui gèrent sont corrompus. Mais voici la plus haute corruption au plus haut niveau de l'État. Toutes les institutions sont infectées. Là, le vrai problème, c'est pas de créer tel qu'on le fait. Quelle est la solution? Je vous dis, l'État, c'est pas les textes que vous voyez. Mais aujourd'hui, le Premier ministre, quand même, le projet de société de 2021 du président, c'est ensemble poursuivant la marche. Ça veut dire que c'est la continuité du programme de société. Non, vous savez, ne soyez pas formel. Ne soyez pas formel. Voyez-vous, les théories restent les théories. Tout le problème aujourd'hui, le Congo a toutes les théories possibles, tous les plans de développement. Le président, ça, c'est une partie, c'est pour dire, mais l'applicabilité. Que c'est quand même une partie de ce projet de société qui prend en compte le FIGA. Mais combien de projets ont pris l'agriculture, tout ça? Attends. Moi, je me souviens d'un article que j'avais rédigé et qui a créé des problèmes avec certains dirigeants. Vous savez, quand quelqu'un nous craint, c'est qu'il est dans le faux. Voilà. Quand quelqu'un crée la presse. Alors, parce que nous avons démontré à travers un article dans le journal Le Patriote que il y a même des ministres qui marchent à contre-courant du programme du président et on a cité. Mais non, ils font que ça. Voilà. Maintenant, quelqu'un qui sait, entre nous, supposons que ce soit vrai ce qu'il se dit, les documents comptables sont vrais. Quelqu'un qui sait que le projet est créé pour permettre aux jeunes qui n'accèdent pas à l'argent dans les banques de créer des ligablos, de vendre la cigarette en attendant peut-être d'avoir d'autres histoires, peut-être de se faire une bonne vie grâce à cela, à ces fonds-là. Alors, pour cet argent, il faut s'acheter des voitures. Alors qu'il a un salaire de 15 millions, de 11 millions, de 12 millions. Vous croyez que cela travaille pour le programme des Sassou? Qu'est-ce qu'il en a à foutre? Lorsque Bikoul, j'étais là, je vous juste un rappel. Avez-vous entendu cette gabégie au temps de ce ministre? Mais est-ce que vous savez que parmi les combats qu'il a menés, il y a eu la protection de ce fonds? Voilà, aujourd'hui, Dini vient de poser une vraie problématique. Comment, sachant que vous accompagnez les choses, vous n'êtes que des maillons. Je vous dis ceci. Les Congolais n'ont jamais donné leur suffrage à un ministre. Un ministre n'est pas honorable, je vous assure. C'est le président qui est honorable. Vous savez pourquoi? Il bénéficie du suffrage de 5 millions des Congolais. Et il a un contrat avec eux. Et il est interpellé à la fin. Mais lorsque vous êtes comme maillon pour l'exécution de ce programme que les Congolais ont adopté, programme cher aux Congolais, c'est comme ça qu'on dit. Parce qu'il y a un contrat. Vous n'êtes qu'un maillon pour travailler afin de l'exécuter. Mais vous épuisez le programme. Vous prenez tout ce qui est dedans. Alors là, vous travaillez pour qui? Là, vous donnez le coup à qui? En fait, le PCT devait se concentrer sur cet aspect. Devait déjà travailler sur cet aspect pour préparer l'avenir. Parce que il y a eu clameur publique. Il faut j'avais dit en passant, on doit régler le problème
pour regagner la confiance de ce groupe, c'est-à-dire des votants. C'est très important. Ceux qui créent ces gabégies souvent ne tiennent pas compte de l'impact politique des actes posés au niveau du gouvernement. Par exemple, quand vous dites le mandat du président, mais c'est le mandat des Congolais, c'est eux qui ont accepté, qui ont adopté ce mandat. Je vous ai parlé du contrat. Mais lorsque ce même peuple monte, ça doit faire peur aux politiques. Voyez-vous. Et à côté, il y a une opposition qui ne contrôle rien. Mais c'est grave. C'est là où moi j'interpelle le Parti congolais du travail. Si réellement le parti se reconnaît comme étant l'instrument politique du chef de l'État et que la population grince les dents, il doit vite travailler. Regardez comment trouver une solution qui va apaiser cette opinion parce que l'impact est politique aussi. Surtout. Donc, aujourd'hui, il est question donc de demander même à cette dame, je me permets, hein, c'est une sœur. Quand c'est comme ça, je donne pas des leçons ici de Romique, c'est des leçons politiques qui sont étudiées en sociologie politique. Quand c'est comme ça, vous essayez d'étudier la sociologie de la population. Cette dame doit poser des actes. Parce que, comme disait le vieux, quand il y a présomption d'innocence, il y a présomption de culpabilité aussi. Quand ça gagne déjà l'opinion qui fait sa justice, c'est dangereux. Et donc, le parti et la dame doivent s'approcher de la population. Il faut qu'il y ait des échanges. Ça doit commencer même au niveau de sa propre base. Attention, elle a une base à Mamouyonzi qui prend déjà un coup. C'est la base du Parti congolais du travail. Donc moi, je vois les choses dans ce sens-là. Je vois pas dans le sens des petits intérêts. Et l'opposition de jouer sa carte. L'opposition congolaise n'a pas une vision dirigée au pays. C'est tout. Moi, je parle en termes de juxtaposition. Parce que les gens sont en train d'être côte à côte sans avoir réellement de guerre pour les successions. Moi, je voudrais plutôt, sur cet aspect, demander aux gens de repartir dans le régime Youlou. Il y avait des affaires de Njarakanda, c'est Njarakanda qui avait une réputation sulfureuse dans l'opinion, mais que Youlou n'avait pas voulu sacrifier. Oui. La finalité, c'est quoi? Et je crois que je n'écris pas l'histoire du pays et qui ne tire pas la leçon de son histoire. Paix n'a pas d'avenir. Paix les voit se répéter. Oui. Ils ont étudié tout ça. Voilà. Que doit-on faire pour que le pouvoir bénéficie encore de la confiance des Congolais et qu'on trouve encore ne serait-ce qu'un mandat? Vous savez quand il y a eu le 4 mars Charles Zakari Barou s'est fait discret après l'enlever du gouvernement. Mais est-ce que c'est le cas pour cette affaire? C'est un scandale, hein? Un véritable scandale. Ça, c'est écrit par... Voilà, on attendant que la justice, parce que c'est vrai, la commission économique n'est pas le procès. Même, oui, mais effectivement, nous avons suivi le 4 mars. Est-ce que Bourreau a été condamné dans le 4 mars? On peut dire que c'est innocent. Est-ce qu'il était condamné? Il n'a pas été condamné. C'est un innocent, mais qui a perdu comme ça. Alors pourquoi d'autres innocents ne doivent pas aussi perdre si réellement ils sont innocents? Voilà. Dernier virage de cette émission, l'avenir de cette institution, le FIGA. Est-ce que le FIGA, après ce scandale, évidemment, va survivre? Oui, justement, l'avenir du FIGA. Est-ce que le FIGA survivra à cette crise? C'est toute la question. Oui. Est-ce que le fonds de soutien à l'agriculture a survécu au vol d'argent qui a été organisé là-bas? Ouais. Quand l'argent de l'agriculture a été remis aux gens pour aller épouser des copines, pour aller acheter des taxis, aujourd'hui on parle encore du fonds de soutien à l'agriculture, les ministres on va leur lever prendre l'argent alors qu'ils n'avaient pas l'argent pour aller régler la situation des familles. Les ministres prennent les véhicules. Alors, est-ce que le FIGA peut résister? Pour moi, le FIGA peut résister. Parce que tout l'argent n'est pas encore parti. Il y a une partie qui reste. Oui, on a dit, mais si on lit les papiers, on a dit que vous pouvez déposer vos dossiers encore de l'argent. Si on lit les papiers, il y a encore l'argent. Oui. Et puis, moi, j'ai posé la question à Jacqueline Lydia Mikolo, en pleine crise, au salon de la Tisana. Est-ce que les artisans qui sont éligibles à ce FIGA peuvent encore compter avec tout ce qui se passe là et ce qui se dit? Elle a dit, les institutions travaillent, la vérité émergera et tout est fait pour que les FIGA servent davantage ces personnalités, ces personnes éligibles. Moi, je crois que le FIGA ne peut pas mourir si on le met entre les mains des bonnes personnes. Les bonnes personnes, c'est quoi? Celles-là qui ont, effectivement,
la mission, qui ont compris l'ambition du président de la République en créant le FIGA. Vous savez, aujourd'hui, je sais par exemple qu'il y a des contacts avec des investisseurs chinois et des Marocains qui devraient emmener environ 58 milliards de CFA au FIGA. Si ce processus est ramené à fond, à son terme, peu importe, hein, l'acteur, au cas où ne remettez pas le premier, peu importe l'acteur, si on peut continuer, ça serait bien. Si les alliances signées entre les FIGA et la Banque populaire française, je sais pas la banque, la BPI, la Banque publique française, sont menées jusqu'au bout, ça peut encore redonner l'espoir. Mais sauf qu'il faut, avec les mêmes gestionnaires, qu'il faut extirper les vers. Je pense que du fouillis. Métaphore. Et c'est pas des métaphores. Si la justice établit que le vers c'est Mboulouké, on enlève Mboulouké. Si la justice établit que le vers c'est Mikolo, on enlève Mikolo. Je pense que oui, sur l'avenir du FIGA. Bon, sur l'avenir du FIGA, dis-moi quel a été l'avenir, quel est l'avenir du fonds pour l'agriculture. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, j'ai assisté à quelque chose là de gênant à l'époque. Quand on nomme un ministre, et il sait que son ministère va gérer un fonds, la première des choses, il ne voit pas la responsabilité qui est la sienne pour exécuter avec charge le projet de société, mais plutôt on voit le fonds. Et les gens se discutent ces ministères. Donc, aujourd'hui, par expérience, avec ce coût qui a été pris, le FIGA a du mal à atteindre ses objectifs compte tenu de la nature, la qualité et de la race des hommes. Et implicitement, du fait d'une justice qui ferme les yeux. Or, s'assurer le travail, partout s'assurer le travail de la justice qui devait jouer le rôle de sentinelle. Ça veut dire, et les gens menus, et la justice ne travaillent pas pour les chefs d'État, il faut le dire ouvertement. Et quand ils ne travaillent pas pour les chefs d'État, en fait, c'est une réponse qu'ils donnent aux Congolais qui ont choisi cet homme. Alors, mais que représente-t-il, s'il vous plaît? Que représente-t-il? Et je me pose la question, comment le Congo va se développer? On a l'impression que tous les commis, tout le monde, chaque Congolais qu'on choisit, vient avec sa médiocrité. Parce que c'est presque dans tous les domaines, ça devient une nature. Mais ça fait combien d'années nous luttons contre, je vais chuter contre la lutte des antivaleurs. Oui. Tout le problème, c'est le régime au niveau de la justice et du procureur de la République. Oui. Ailleurs, vous avez vu l'affaire Trump, qui nous avons suivi ce matin, le procureur. Donc aujourd'hui, nous avons le droit d'interpeller notre procureur qui nous aide, qu'il aide le pays, qu'il aide les Congolais, qu'il aide le chef de l'État. Est-ce qu'il va t'écouter? Ça, le président Sassou ne va pas se lever, porter la robe, faire les effets de manche pour venir. Non, ça c'est trop lui demander. C'est encore, il faut attendre chaque occasion, il s'assoit avec les magistrats. Bon, il faut dire qu'il y a un principe de séparation de pouvoir là. Mais ça existe, sinon quelle est la raison de ces organes? Mais le comble, c'est que lorsque la justice ne frappe plus, lorsque l'on balaye dans des histoires, ça devient très dangereux parce que nul ne peut juger la justice. C'est là tout le problème du Congo. Donc le navire est en train de chavirer. Mais c'est vrai qu'au-delà de la suspicion, parce que les protagonistes, hein, tous d'ailleurs bénéficient de la présomption d'innocence, c'est à la justice évidemment d'établir les responsabilités. Mais le peuple a déjà rendu son verdict. C'est à la justice évidemment d'établir les responsabilités. Anis Dimi, est-ce qu'un jour on saura ce qui s'est réellement passé au niveau du FIGA? Dans l'état actuel de notre pays, habitué à l'omerta sur certains faits, je suis inquiet. On peut pas. C'est des cartels, hein, comme on aime dire. Tout à fait. Qui s'entendent sur une gestion contraire à cette. Merci. Ernest, oui. Moi, j'ai dit, oui, puisque nos affaires publiques, dans les scandales qui imaginaire ou réel, impliquerait des hommes publics, des ministres, des DG, des hommes haut placés, des enfants l'État est habitué à l'omerta, c'est-à-dire la loi du silence. Étant donné que dans la situation actuelle, on est presque dans un même cas, on va voir jusqu'où ira l'initiative de la commission économie et finances sur laquelle tous les Congolais tournent les yeux, puisque les juges ne disent rien, les magistrats.
qui fait leur reconduction. Et cette commission ne pourra pas se substituer à la justice. Oui, mais elle, jusqu'où ira la procédure qu'elle a entamée. Mais lorsque la commission... Voilà, donc en attendant de savoir jusqu'où terminera la procédure entamée par la justice, je vous en prie. Les Congolais s'inquiètent. La commission... Parce que la justice, les magistrats sont en train de fêter leur reconduction. La commission fait le travail. Mais quand j'entends la commission dire, nous allons saisir la justice. Je suis triste d'être... Non, Romik, c'est entre autres, non. Il faut que je te regarde. Moi, j'étais sur le terrain. Moi, j'ai interrogé le président Maurice Kamto. La commission dit ceci. Attends, je te dis c'est quand même... Elle ne va pas... Elle a trois possibilités. Je te montre les chemins. Comme ça, tu vas me réagir. Je ne veux pas dire. C'est là le problème. Je n'ai rien dit. Non, vous avez dit qu'elle va... Moi, je vais juste te donner des éléments pour que tu aies toutes les trois approches de la commission. C'est quoi? Saisir la commission des comptes. La Cour des comptes plutôt. Je sais. Saisir. Je sais. La haute autorité de lutte ou ouvrir une enquête parlementaire. Ça, c'est les trois procédures. Je dis ceci. Est-ce que la justice, en fait, je vais renverser mon raisonnement. Est-ce que la justice, quand la commission dit nous allons saisir la justice, est-ce que la justice ne se gêne pas d'attendre que la commission puisse l'activer? Moi, je t'ai dit que le magistrat fait encore. Moi, je reste sur la justice parce que, je vous assure, même en Europe, c'est d'abord la justice qui se lève. Les FIGAP attendent, le magistrat fait encore. D'abord la justice. Parce que la justice, c'est celle qui régule la vie de la société. C'est la justice. Ou bien la justice ne connaît pas son rôle. La commission, le Congolais peut dire, moi, je m'en fous des commissions, c'est normal. Mais la justice, c'est la justice du peuple. Sans justice, vous refusez d'être un État. Vous marchez sur les libertés et les droits des populations. C'est tout. La justice, c'est notre justice. C'est pourquoi on ne cessera jamais d'interpeller la justice. Romik, sachez que nos juges fait encore leur reconduction. Les FIGAP attendre. Si nous vivons dans un pays sans justice, j'aurais peur de toi, tu auras peur de moi. Merci Romik. Merci Romik. En tout cas, merci à vous deux d'avoir pris part à ce plateau. Loin d'être un plateau procès, justement, en tant que journaliste, nous avons joué notre rôle. Justement, d'informer la population sur ce dossier Figagate qui défraie la chronique. En tout cas, merci à vous deux pour vos interventions sur ce plateau. Merci à vous également pour votre attention à cette émission, en entendant que les responsabilités soient établies dans ce dossier FIGA. Merci aux équipes techniques qui ont réalisé cette émission. Restez avec nous car l'information revient tout à l'heure sur Vox TV.